Bonjour tout le monde, bienvenue sur le cercle des affranchis et aujourd'hui, comme vous le voyez, on a un nouveau décor. On n'est pas dans notre décor habituel, on est à l'IAE d'Aix-en-Provence, qui est ma nouvelle école, je suis au Master Finance International. Je suis avec Enzo, toujours. Merci pour l'invitation, parce que c'est toi qui as tout organisé. Donc merci beaucoup. D'être venu. Manu à la régie, on mettra une petite photo de lui derrière. Et aujourd'hui, on a un invité très spécial, Hugo. Merci d'être là aujourd'hui. Merci à vous de m'inviter et c'est un plaisir d'être accueilli par le cercle des affranchis. Bienvenue. C'est toi qui nous accueille quand même dans ton studio. Hein. C'est vrai. C'est vrai que c'est atypique quand même. L'invité qui nous accueille chez nous. Voilà. Voilà. Dans notre décor et moi dans votre chaîne. Voilà. Donc Hugo, alors on va commencer tout de suite dans le vif du sujet. Alors avant, pour vous qui regardez la vidéo, elle sera principalement en 4 parties. Donc une première partie, on va parler en fait de son parcours, donc ton métier de consultant, de sales aussi chez Longchamp. Donc un peu ton parcours, pourquoi tu as fait l'IAE et comment tu as pu en arriver là. Et puis peut-être des anecdotes que tu pourras nous dire au fur et à mesure. En deuxième partie, on verra le rôle de ta présidence au sein des alumni. Donc tu as créé l'association des alumni de l'IAE d'Aix-en-Provence, donc un peu comment ça fonctionne, l'importance du réseau et comment on le fait perdurer. Donc on va voir un peu tout ça. Et ensuite ta vision sur l'humour et sur l'humain. Les conférences que tu as organisées, c'était principalement centré sur le management lié à l'humain. Et puis on peut voir aussi sur ton LinkedIn avec vraiment ce côté-là, et qui est assez amusant avec les LinkedOs, peut-être que vous appelez comme ça. LinkedInos, voilà, pas mal d'humour. Et donc on pourra parler de l'IA et de l'humain aussi qui va se faire. Et en dernière partie, si on a le temps, on a des petits conseils et des inspirations que tu auras à donner à des jeunes étudiants, soit qui commencent leurs études, soit des jeunes professionnels, pour créer leur réseau, puis même pour une vision de vie, pour qu'ils réussissent. Et si tu as des conseils à donner pour la jeunesse qui nous écoute. Et on finira rapidement avec une interview express, avec quelques petites questions, tu dois répondre en un mot. Avant, petite interview express. Alors Hugo, le mot qui résume ton parcours. Audace. Le plus beau compliment qu'on t'ait jamais fait. Aimable. La plus grosse erreur que tu aies faite et que tu referas peut-être. Faire confiance. Je la referai certainement. Si tu pouvais inviter n'importe qui à une conférence alumni, ça serait qui? Ce serait Thomas d'Ansembourg. D'accord. Thomas d'Ansembourg qui est un philosophe ou Boris Cyrulnik. Boris Cyrulnik est un philosophe d'une absolue virtuosité. Et aussi, j'ai plus son nom. Qu'un seul, donc ce serait ton préféré. mon préféré. Ce serait, oui, ce serait. C'est quoi? Alexandre Astier. Un jour, j'aimerais faire venir Alexandre Astier. Super. Une habitude qui te rend productif. C'est échanger avec les gens de l'IAE en fait. Parce que derrière, il y a toujours des idées qui en découlent, des échanges qui peuvent se faire. Bertrand, on a échangé rapidement et puis voilà, ça a donné lieu à cette interview. Et puis ça va donner lieu aussi à un autre type de collaboration entre nous. Et ça, j'ai hâte et c'est très cool. Et puis ce que vous faites les gars, vraiment, ça me rassure encore plus dans l'approche. Donc ouais, c'est tout ce qui a trait aux échanges autour de l'IAE, vu que c'est en dehors de ma bulle pro, ça m'apporte vraiment, ça me nourrit et ça me donne plein d'idées, quoi. Qu'est-ce qui est le moteur de ta vie? L'amour. Pour finir, quelle est la meilleure école? La meilleure école, c'est l'IAE d'Aix-Marseille, sans aucune hésitation. Comment t'en es arrivé à senior consultant? L'intitulé était un petit peu long, donc rapidement ton parcours et présente-toi. Ok. Alors donc je m'appelle Hugo Battista Franzella. Je suis depuis un peu plus de 5 mois maintenant senior consultant chez Soprasteria auprès d'un acteur de l'aéronautique et c'est très créatif et à travers cette formation-là, on accompagne aussi le changement. Donc moi j'ai ce rôle un peu de design stratégique et d'accompagnement au changement. Donc moi tout ce qui touche à l'humain et accompagner les gens dans leur aspect réfractaire au changement, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Guider les pensées, les faire évoluer et surtout créer du lien, relationner un maximum pour arriver à bien travailler ensemble. Ça, c'est vraiment en filigrane de tout ce que
j'ai déjà pu vivre au niveau professionnel. C'est ce qui est le plus important pour moi. Si on reprend rapidement, j'ai commencé ma vie professionnelle en travaillant chez Longchamp. Donc j'étais conseiller de vente sur le cours Mirabeau pendant près de 5 ans. Et j'ai adoré ce métier. J'étais en contact direct avec les clients, avec l'équipe et puis avec le management aussi. Et ça, ça m'a appris des valeurs humaines et des valeurs d'écoute en fait, active, d'accompagnement, de vrais conseils en fait. Aujourd'hui, je fais du conseil en entreprise et stratégique, mais en fait, le conseil, il avait déjà commencé il y a 10 ans, puisque j'ai été embauché à 20 ans chez Longchamp à l'époque. On est venu me débaucher, je faisais un petit métier de transition, je souhaitais juste me payer mon permis et la voiture à l'époque, et puis en fait, on est venu me chercher dans une boutique. On m'a dit, mais qu'est-ce que vous faites là, vous vous êtes hyper accueillant, vous parlez anglais, qu'est-ce que vous faites là? Et on m'a dit, ça vous intéresse d'intégrer le luxe? Je dis, go. Et puis, cette première opportunité s'est faite comme ça. Donc, j'en ai été très reconnaissant, j'ai beaucoup appris. Puis après, j'ai atteint un peu un plafond de verre en termes de compétences de ce que je souhaitais explorer en fait dans ma vie pro. Et puis, est arrivé le Covid, ça a un peu accéléré mon départ de l'entreprise. Et puis, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à ce moment-là, j'avais réussi à reprendre les études, donc en 2019 à peu près, 2020. J'avais repris un bachelor en commerce international, ce qui m'a permis de boucler tout ce cursus-là en Bac+3 et en commerce international. Et ensuite, je suis arrivé à l'IAE d'Aix-Marseille. J'ai travaillé pour une entreprise locale qui s'appelle Sevens. C'est de la vente de prêt-à-porter premium au sein de 5 boutiques en physique dans la région d'Aix et de Marseille. Et puis, en fait, je suis arrivé en plein contexte Covid, donc le seul canal de vente était le site en ligne. Et donc, j'ai aidé à structurer un peu tout ça, autant à préparer les colis qu'à structurer le service client et à reconcevoir comment un produit transite d'une boutique chez un client final directement chez lui. Donc ça a été très intéressant, très enrichissant aussi. Ils m'ont donné les clés, ils m'ont fait confiance, ils m'ont dit écoute, on ne sait pas trop ce que tu vas faire, mais on sait que tu vas faire des choses et on te laisse l'autonomie de le faire. Et pendant 2 ans, ça a été une super collaboration. Et arrivé à la fin de mon Master 2 à l'IAE d'Aix, où j'ai fait le management et marketing des services, j'ai ensuite intégré très rapidement, avant même de terminer le cursus, j'avais signé pour intégrer Capgemini, qui est une entreprise dans le conseil. Et donc en avril de la même année, donc c'était 2022, j'avais déjà signé pour le mois d'octobre qui suivait quelques mois plus tard. Donc toi, à travers tes expériences, tu as pu acquérir une grosse base dans le management, gérer des équipes. Parler anglais, je ne sais pas si tu l'as acquis pendant tes années chez tes entreprises ou si c'est toi-même qui l'as appris tout seul. Et tu as aussi appris peut-être la construction de boutiques en ligne via justement l'année de Covid. Est-ce que tu pourrais peut-être nous en dire plus par rapport à ça? Alors sur l'aspect management, j'ai pas encore eu l'occasion de manager en direct des personnes. En revanche, on apprend en observant et j'ai pu voir certains styles de management dans mes expériences pro. Entre ce que j'ai envie de devenir et ce que je n'ai pas envie de devenir, ça m'a beaucoup appris. Et aujourd'hui, effectivement, ça me nourrit puisque j'ai reçu de l'IAE et de mes études auparavant. J'ai reçu cette approche-là très humaine que j'ai envie de conserver. Et voilà, après, pour ce qui est de l'anglais, j'ai toujours eu des facilités avec l'anglais. Voilà, moi j'ai toujours eu des facilités. Je suis d'origine italienne, mais j'ai toujours galéré à pratiquer et à apprendre l'italien. Paradoxalement, je ne sais pas pourquoi. Je pense que c'est les jeux vidéo aussi qui m'ont beaucoup aidé à ça. On dirait pas, T'es pas le seul. Un bon gamer. Et les jeux vidéo, et notamment Assassin's Creed, c'est des jeux qui ont pu m'éduquer aussi à l'histoire et à la pratique de l'anglais assez couramment. Maintenant, j'en écoute régulièrement. Je le pratique, je le lis, mais je le pratique beaucoup moins. C'est le plus dur de parler l'anglais. Ouais, mais c'est exactement comme toi en fait. C'est toi, tu écoutes beaucoup de podcasts, de films, et le parler, c'est encore autre chose. Tu t'es bien amélioré, mais c'est encore un step à passer. Ouais. C'est un learning à avoir en apprentissage, quoi. Bien sûr. Puis si on n'est pas habitué à le faire, ça se perd vite. Et puis ça dépend des capacités de chacun, hein. C'est toujours pareil. Ouais, j'avais une question, notamment au niveau du consulting, sur la prestation intellectuelle, sur le conseil intellectuel. Et je trouve que c'est un peu flou. Comment ça fonctionne concrètement quand on est consultant sur des prestations de services intellectuels? Bon, le plus connu, c'est le conseil financier.
Mais quand on vient par exemple chez Capgemini ou dans ta nouvelle entreprise, on est appelé dans une entreprise, voilà, faire une prestation. C'est comme un audit, c'est comment ça fonctionne. On doit trouver un problème, le résoudre, ou apporter une solution pour avoir un meilleur management. Comment ça s'articule en fait quand on est appelé sur un devis comme ça en quelque sorte? Alors, c'est difficile de répondre, d'avoir une réponse unique à ta question. Et c'est souvent les réponses que j'avais quand je posais des questions moi-même sur qu'est-ce que c'est qu'être un C'est consultant. ça, c'est super vague. Et une semaine avant de prendre ma première fois un rôle de consultant, j'étais en mode, mais je vais faire quoi en fait? Ben, écoutez, c'est très différent selon les clients, selon le secteur et l'industrie dans laquelle on va intervenir. Moi, aujourd'hui, j'ai plus eu à intervenir dans l'aéronautique ou un peu l'énergie également. Ça peut être aider, être un peu un giga assistant, typiquement. J'avais un rôle de PMO, donc c'était Project Management Assistance, où j'étais un peu le bras droit du chef de projet de tout un département et je traitais directement avec les chefs de département pour construire leur roadmap, qu'ils les suivent, que leurs actions soient suivies, qu'ils les formalisent dans des G-Slides ou des PowerPoint, qu'on mette tout ça un peu en avant et que ce soit au niveau de leur hiérarchie ou en interne pour faire plus facilement transiter l'information. J'ai travaillé aussi sur un dashboard de KPI, donc des Key Performance Indicators, qui permettent aux chefs de département de suivre un peu la vie de leur projet, de leur service. Ça peut prendre cette forme-là, mais ça peut aussi prendre, tu l'as très bien dit, la forme de simplement apporter une solution à un problème, apporter des techniques de management aussi à des managers ou des potentiels futurs managers à travers de la formation. Et au-delà de ça, un consultant, c'est quelqu'un qui est censé être assez touche à tout. Donc, dans les métiers du consultant, on va avoir plutôt les techs, les devs, ceux qui vont coder, qui vont construire des sites, des applications, des softwares, vraiment dans le dur. Moi, ça, je ne fais pas, ça ne m'intéresse pas plus que ça. Je respecte énormément et je peux dialoguer avec ces gens, mais ça ne m'intéresse pas personnellement. Moi, ce qui me plaît dans la partie consultant, c'est l'idée de se dire, OK, je vais poser mes valises pendant 3, 6 mois, 1 an dans une entreprise qui a un problème, on va essayer de le résoudre ensemble. Voilà. Donc, est-ce que c'est un problème de management? C'est un problème d'équipes qui ne font pas leur formation, qui les font, mais ça ne les intéresse pas et au final, elles n'en tirent rien. Donc, comment est-ce qu'on va apporter du ludisme, de la ludicité, je ne sais pas comment on dit, dans l'apprentissage? Ça a été le cas dans une dernière mission que je viens de faire. En fait, ça peut attaquer plusieurs axes en même temps. Après, on peut être aussi consultant. On va répondre à des tickets. On a une personne qui n'arrive pas à se connecter à une application. Et on va l'aider à ce qu'elle se connecte dessus. Mais les métiers sont très, très différents et très variés en fonction du type de conseil qu'on veut donner. Et justement, par rapport à ça, je voulais rebondir à ce que tu as dit Bertrand et ce que tu as dit toi aussi, par rapport à une question de légitimité. Comment on fait en fait pour montrer à l'entreprise qu'on peut apporter la solution? Est-ce que c'est au bout de X années d'expérience? Est-ce que c'est parce qu'on sort, par exemple, de l'IAE? Comment on fait pour prouver notre légitimité, et concrètement, dire à l'entreprise, je vais passer 3 mois, 6 mois, 1 an avec toi, mais je vais trouver la solution? Ça, après, c'est un travail que le commercial doit faire ou le manager, puisque typiquement dans mon entreprise, un manager, il doit être actif sur 3 aspects. Donc le management des équipes, le développement commercial et puis l'expertise technique. Donc cette légitimité dont tu parles, elle se construit avec le temps. Et quand on arrive dans une entreprise qui est énorme comme Capgemini ou Soprasteria, on a déjà une légitimité qui est préexistante. Ce travail-là de convaincre le client, ce n'est pas forcément nous qui allons le faire auprès du client final. Par contre, on sera amené à le rencontrer de prime abord pour voir si notre profil paraît cohérent par rapport à la mission, et puis pour commencer à relationner et puis commencer à attaquer le sujet. Quand ensuite cette mission est validée par le client, que c'est acté, que c'est nous qui allons activer ce sujet-là, on est suivi, on développe un petit peu ce qu'on peut apporter, mais d'abord, effectivement, on va faire un peu un audit de ce qui se passe, comment ça fonctionne, on va s'y adapter. Et puis après, quand on aura fait tout ça, quand on aura rencontré les personnes clés, on va pouvoir commencer à déployer des solutions humaines, des solutions logicielles, pour faciliter le delivery de cette mission, la livraison de cette mission. Et elle peut prendre plusieurs formes. Ça peut être soit un accompagnement quotidien, donc organiser des meetings, faire en sorte que les gens aient la bonne information, maintenir le contenu à jour, pour
que l'information qui transite soit à jour et partagée. Ça peut être donc du support de ce type-là, ou alors on va arriver avec un problème spécifique, on va, cadencer le temps de résolution pour arriver à cet objectif-là avec le client. Et puis là, par contre, on a un objectif on doit rendre quelque chose, quoi. On doit arriver, on a un objectif de résultat. Avec une deadline, avec... Voilà. On a un objectif de moyen ou objectif de résultat. En tout cas, bien évidemment qu'on cadre en amont, on fait une estimation du coût et du temps que le consultant ou les consultants vont dédier à cette tâche. Et puis après, on affine s'il faut. Mais on doit faire une estimation et du temps et du coût pour que ça puisse être convaincant. Et justement, par rapport au management, tous les deux, on en a connu, toi dans ta précédente entreprise, moi aussi dans mes stages. Est-ce que tu aurais une anecdote d'un management qui était assez atypique ou il y a vraiment voilà, un cas qu'on ne voit pas assez souvent où vous avez pu vraiment intervenir, soit du management toxique, soit quelque chose où vous êtes arrivé avec une solution qui a pu changer l'entreprise? Voilà, une petite anecdote à ce niveau-là, sans citer de nom bien sûr, mais voilà, s'il y a une histoire ou après même le fait d'être intervenu, ça a totalement changé l'équipe qui travaillait, le manager lui-même qui a pu se rendre compte de certaines choses. Parce que c'est vrai que comme la précédente conférence, le manager, c'est celui qui va driver l'équipe, qui va insuffler de l'énergie et qui va aussi faire transmettre l'information de la hiérarchie, qui va lui-même la transmettre à ses équipes. Donc comment, s'il y a une petite histoire qui te vient Alors sur ça, effectivement, j'ai une bonne histoire sur ça. Donc là, bien évidemment, je ne dirais pas aucune entreprise. Mais en tout cas, je vais m'arrêter vraiment sur les faits. Donc il y a eu une première expérience où en fait, le management que j'ai subi était très efficace en termes de gestion de portefeuille, gestion d'objectifs financiers. Donc oui, donc effectivement, cette personne c'était vraiment une gestionnaire hors pair. Mais par contre, au niveau humain, il y avait vraiment une incapacité à créer du lien. Ou alors c'était vraiment très segmenté. En dehors de l'espace de travail, c'était quelqu'un qui était très marrant et avec qui on arrivait vraiment à passer des moments sympas. Mais dans le cadre du travail, c'était juste pas possible, quoi. Et même des choses juste classiques, quoi, hein. Il y avait parfois des remarques franchement révoltantes. Donc j'ai appris de ça. J'ai appris de ça. Et voilà, donc ça c'est pour la première anecdote. Et puis la deuxième, c'est une anecdote plus récente. Donc c'est une personne avec qui j'ai travaillé qui était assez réfractaire au changement puisqu'il fallait amener des outils digitaux. Humainement top, pas de problème, mais juste voilà, pas forcément envie d'être bousculé dans sa manière de travailler au quotidien. Et puis au bout d'une longue période, et à force d'échanges, parfois même de confrontation, hein, parce que j'ai pas peur de la confrontation, même si je la favorise pas, mais je pars du principe que c'est souvent même nécessaire pour au moins un peu se réaligner. Et ben, à la suite de plusieurs, pas confrontations, parce que c'était plus des foufourés, voilà, c'était pas non plus c'est pas parti en biberine, mais en tout cas, on a réussi au bout d'un certain temps, à peu près 1 an et demi, à vraiment construire quelque chose qui avait de la valeur, et elle l'a perçu, cette personne, et ça, j'ai vraiment reçu ce retour-là en mode, franchement, je te remercie parce qu'au début, j'étais pas à l'aise et puis je me disais qu'est-ce que cette personne va m'apprendre, et puis au final, elle m'a vraiment remercié, non seulement pour la valeur que ça a dégagée sur le temps long, la rapidité que ça a donné, et puis surtout l'efficacité en fait que ça a déployé. Et ça a été franchement l'un des moments les plus épanouissants de ma vie pro. Et je ne m'y attendais pas, et ça a été d'autant plus satisfaisant que voilà, ça venait de la part d'une personne qui était vraiment réfractaire au début. En avoir conscience quand on est manager de l'impact qu'on a, le rôle stratégique qu'on a aussi, en fait, hein. On est souvent entre le marteau et l'enclume, on parle souvent de la solitude du manager, qu'encore une fois, je n'ai pas vécu, mais que j'observe, qui est entre des employés qui ont des desiderata, qui ne peuvent pas tout le temps être satisfaits, c'est normal, hein, c'est la vie d'une entreprise. Et puis le management, le top management qui a des objectifs, et oui, la pression redescend. Et ça, c'est quelque chose de très franco-français, je pense, de fonctionner comme ça déjà.
Euh, et surtout, effectivement, à ces moments-là, c'est bien d'avoir un peu d'intelligence émotionnelle, de savoir se dire, bon, là, ok, très bien, je demande que de l'efficacité, que de la proactivité, mais est-ce que je suis aussi agréable, moi? Est-ce que je suis exemplaire? Aujourd'hui, c'est l'une des notions qui se perd le plus, c'est-à-dire que ce soit même au niveau politique, on assiste à des choses ubuesques, et à nous, en tant qu'employés, on nous demande d'être exemplaires. Il y a forcément un désalignement qui se fait, il y a une perte de crédibilité, et donc, voilà, ça, c'est des choses auxquelles je suis très sensible, et sur lesquelles, bah, dans mon rôle de l'association, justement, mais je ne vais pas trop en parler pour l'instant, c'est hyper important pour moi, et surtout avec l'avènement de l'IA, de pouvoir apporter aux gens de l'esprit critique, du sens critique, et puis un peu d'intelligence émotionnelle, quoi. Parce que c'est facile de s'enfermer derrière du mutisme ou derrière deux coachs qui ont été lus et de plus jamais répondre, du ghosting et Oui, compagnie. d'être en copie d'un mail, bon, c'est pas moi qui réponds, Voilà. ce serait un autre. C'est très facile de faire ça, tout le monde peut le faire. Ce qui est moins facile, c'est de confronter une personne qui va vous faire une critique, qui puisse être constructive ou pas, mais au moins savoir l'accueillir et ne pas le prendre personnellement. C'est très dur, mais c'est l'un des enjeux aujourd'hui, je pense, pour les Ça, on le voit très bien, même nous, quand on fait des projets de groupe entre amis, et des fois se dire les choses, c'est pas toujours facile, et encore plus au travail, il y a toujours un peu ce non-dit, parce qu'on a peur de frustrer la personne, de la braquer, alors qu'en fait, je pense que l'être humain, on doit se dire les choses, c'est comme ça qu'on avance. Bon, bah alors du coup, tu as fait la très bonne transition sur l'association, on va en parler, parce que c'est vrai qu'avec Enzo, on dit souvent, c'est bien de faire soit des études, avoir un travail aussi, mais à côté entreprendre. Ça peut être un projet voilà, à but lucratif, un projet associatif, un projet, une chaîne YouTube. Et alors du coup, comment t'es venue l'idée de créer cette association des alumni, alors que tu as déjà un travail, donc c'est quand même une charge de travail en plus, l'importance de créer cette association, l'importance du réseau et du lien qu'il peut y avoir entre les alumni et les nouveaux étudiants qui arrivent. Donc pour commencer, voilà, comment tu l'as créé, pourquoi et qu'est-ce qui va s'amener par la suite? Alors déjà, première précision à donner, c'est que je ne l'ai pas créée. Moi, je l'ai reprise, cette association, avec Marcus Perrin, dont on est les coprésidents, les très fiers coprésidents. Donc, il y a un historique, il y a eu, je pense, peut-être, je pense, si je dis pas de bêtises, une quinzaine de présidents avant nous. Et donc, ça porte une histoire, ça porte quand même... L'IAE, on a fêté les 70 ans cette année. Donc, l'ADIAE, c'était le nom de l'association auparavant, je crois qu'elle a été créée et lancée il y a 30 ans, je crois, environ 35 ans peut-être. Donc oui, ça fait quand même beaucoup de gens à animer. Donc aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a accepté ce rôle-là avec Marcus? Je ne répondrai pas en son nom, mais il a ses motivations qui étaient pas très éloignées des miennes, qui sont que voilà, on a la conscience que le réseau c'est hyper important, tant pour notre usage personnel, parce que au moins on pourra facilement relationner avec d'autres personnes dans la région, et pas que. Mais c'est surtout qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en sortant de l'IAE, j'avais entendu parler en filigrane de l'association des alumni, mais je ne l'avais jamais vraiment trop rencontré ou je ne m'étais jamais vraiment intéressé. Et je me suis dit, mais en fait, vu la qualité des intervenants qu'on avait eus dans certains cours, certains workshops, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne les voit pas plus, quoi? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas plus d'événements et autres? Bon, après, je suis arrivé en période Covid. C'est le moment où, là, clairement, ça a mis un gros coup de rien dans la vie de tout le monde. Voilà. Donc ça a été, je pense, un peu compliqué à cette époque-là pour l'ancien mandat de proposer des choses, ce qui est normal. Et donc, c'est tombé un petit peu en désuétude. Et là, on a vraiment pour volonté de recréer du lien. Donc déjà, en étant très proche des étudiants, dont tu fais partie. Donc là, ça veut dire créer des événements. Là, on vient de lancer 2 événements grâce à une personne qui a été très motrice. Il y a des contacts de fou. On a pu faire un événement sur l'entrepreneuriat et un autre sur le burn-out. Et donc, c'est 2 profils très différents qui ont apporté des savoirs et des tempéraments très différents. Et autour de ça, ça crée de la communication, ça crée de l'échange, que ce soit entre des étudiants et des alumni, des opportunités aussi, puisqu'on ouvre aussi ces événements à des externes. Donc ouais, créer ce lien-là, pour moi, c'est absolument fondamental. Et encore une fois, pour revenir dessus, à notre époque maintenant, il faut vraiment qu'on s'axe avec, en toile de fond, l'IA qui est en train d'avancer à une vitesse folle. Il faut qu'on s'axe sur ce qui n'est pas imitable par l'informatique et par une intelligence artificielle.
la capacité à relationner, la qualité d'un lien, la qualité relationnelle. Et ça, pour moi, c'est la base de tout, quoi. Euh, Quand on arrivera à chacun de nous à la fin de notre vie, la seule chose dont on se souviendra, c'est pas du nombre de KE qu'on aura leveragé, mais plus de la qualité des relations qu'on aura eues. Enfin, en tout cas, je nous le souhaite, parce que si c'est que l'argent qui compte, malheureusement, bon, je trouve ça un peu triste. On a beaucoup d'autres choses à vivre dans notre vie. Donc voilà, c'est cette motivation-là intrinsèque que j'avais depuis longtemps. Déjà, quand j'étais à l'IAE, j'étais tellement heureux d'intégrer l'IAE et d'intégrer cette école-là. C'était vraiment un rêve, quoi. Hein. Quand je l'ai intégré, je m'étais dit, waouh, ok, super. J'étais déjà un porte-étendard, quoi. Et je saoulais tous mes potes. Eux, ils étaient en fin de cursus, alors que moi, je reprenais les études. Donc, il y avait une différence. Mais j'ai réussi à leur transmettre, je pense. Ils le diront mieux que moi, mais de ce que j'ai vu, je pense qu'il y être arrivé, c'est que j'ai réussi à leur transmettre en M2 la notion que cette période de vie-là, de vie étudiante, elle allait se terminer, elle est précieuse, il fallait la chérir jusqu'au dernier moment. Et ça nous a créé une année de dingue. Enfin, on s'est quittés en chialant, quoi. C'était trop bien. Enfin, vraiment, ça a créé des liens de fou. Et aujourd'hui, même si on se voit plus forcément et on n'a plus forcément de liens au quotidien, bah, je sais que... Des yeux près du cœur. Ouais, voilà, c'est ça. En fait, ça a vraiment... ça s'est engrammé en moi, vraiment fortement. Et je me suis dit, mais ça, en fait, il faut que je le perpétue, en fait. Cette envie, cette fierté d'être de l'IAE, il faut que je la perpétue. Donc, ça a commencé simplement en venant en tant qu'étudiant aidant pour la remise des diplômes à venir chercher des cotisations. Et puis, en fait, on nous a proposé avec Marcus de prendre le relais, quoi, de la présidence. Et moi, j'étais en mode, bon, bah go. Comme pour quand on est venu me débaucher pour aller chez Longchamp, je dis, bon, bah go, allez, on y va. Et puis, c'est un véritable plaisir. Je kiffe ça. Alors, vraiment, c'est se mettre au service de l'autre, c'est apporter du service à des étudiants qui arrivent dans un contexte politique et du travail qui est très compliqué. Les aider à ça, ça veut aussi dire réparer un petit peu les alumni qui sont arrivés sur le marché pro et qui ont été un peu cassés par leurs expériences pro. Donc on a mis en place un pôle mentoring qui les accompagne avec Béatrix et Eric qui sont super et je les remercie tous les jours. Et on va pousser le truc encore plus loin. On a fait une refonte graphique, on a créé un décor pour animer un podcast qui va s'appeler Les Transmetteurs. Et là, c'est plus un projet que j'ai porté personnellement, mais qui compte énormément pour moi parce que en fait, c'est être un relais. Et puis, je pense que vous êtes bien placé pour savoir, être un relais avec du contenu actuel, bien filmé, avec soin, qui met en avant des personnes. Et en fait, on va créer du lien, on va créer de la chaleur humaine, même à travers un écran. Et c'est ça qui est important pour moi. Et donc oui, faire cette passerelle entre les étudiants qui arrivent dans cet univers IAE et pas que, et puis des alumni qui ont des choses à transmettre, ça me paraît naturel, ça me paraît même essentiel. Et c'est pour ça que je le fais et que je continuerai de le faire. Et les projets qui vont avancer, ça va être poussé encore plus loin les conférences l'année prochaine. On a un objectif pour l'instant d'en faire 5. Et sur des domaines qui vont vraiment intéresser les étudiants autant que des alumni qui vont revenir. Hier, on avait eu la conférence du 5 novembre. Et il y avait beaucoup d'alumni et beaucoup de personnes qui n'étaient plus venues. Il y a une personne, elle m'a dit, je ne suis pas venue depuis 10 ans. Quoi. Elle m'a dit, je l'ai vu passer dans mon fil d'actualité, ça m'a donné envie de venir, ça m'a recréé un lien et tout. Et mais moi, quand j'entends ça, je suis tellement heureux. C'est une personne peut-être. Mais demain, ça en sera peut-être beaucoup plus. Je pense qu'il y a maintenant l'importance du sentiment d'appartenance. Et notamment, je pense qu'on peut le voir par rapport aux grandes écoles, les autres grandes écoles parisiennes, où il y a ce côté, moi je suis de l'ESSEC, moi je suis de Centrale, comme il parlait aussi le premier intervenant. Et c'est vrai que dans le sud de la France, en fait, il y a la faculté d'Aix-Marseille Université, mais qui est super vaste. Il va y avoir les sciences, il va y avoir la FEG, la faculté d'économie, les STAPS, et il va y avoir l'IAE, on est un peu l'école de commerce publique. Mais c'est vrai que du coup, moi j'ai fait toute ma scolarité à la fac, en économie. Mais j'ai jamais eu ce sentiment que j'ai maintenant à l'IAE où on a l'impression d'appartenir à quelque chose. Aujourd'hui, on a eu par exemple les pulls. C'est bien ça. J'ai acheté le pull et le t-shirt. Et c'est vrai que là, on était tous avec nos pulls. Voilà, je vois qu'elle a la doudoune. Et c'est vrai qu'il y a ce côté, on veut appartenir à ça. Et c'est un projet qui. On la montre, la doudoune à la caméra. Je pense qu'on la voit à la caméra peut-être. On mettra au pire une photo. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a l'importance le réseau. Mais le réseau, ça va aussi avec le cœur. Et des personnes qui ont la même expérience que nous, qui viennent du même endroit. Et on a une très belle région marseillaise du sud de la France, qu'on n'a rien à envier au nord. Et c'est important de mettre en avant les gens qui viennent de nous, qui ont réussi et qu'en fait, on est présent. Quoi. Donc, Totalement.
On a un bassin de fous. Il me semble que Aix-Marseille Université, c'est même la plus grosse université de France, hein, en termes de volume d'étudiants. C'est monstrueux. Enfin, et effectivement, tu parles de manque de sentiment d'appartenance. Je pense que malheureusement, c'est un des résultats du fait d'avoir autant d'étudiants. Mais c'est aussi une richesse, comme tu l'as dit. On peut tout étudier dans la région, hein. Franchement, c'est quand même une richesse de dingue. Et oui, et mettre en avant ces profils-là, parce qu'en vrai, aujourd'hui, même si ce travail de l'association, il est là pour relier des alumni de l'IAE, à long terme, j'ai envie que ça devienne quelque chose qui puisse être ouvert aux externes et créer du lien aussi avec des personnes externes, parce qu'au final, si on est des personnes externes qui vont se dire ah, putain, mais j'aimerais bien qu'un jour mon fils ou ma fille puisse vivre ça en termes d'école et autres, parce que, et je digresse un peu, mais aujourd'hui, à l'avenir, quelle va être la légitimité d'un diplôme? Déjà qu'on est dans une France qui donne énormément d'importance au diplôme, plus qu'à l'expérience pro, et puis des fois on nous sert le discours inverse quand ça arrange. Mais fondamentalement, on est dans un pays qui regarde beaucoup les diplômes. Demain, quand on aura une IA qui se sera infiltrée partout, dans tous les métiers, où le savoir sera une valeur vraiment aléatoire au final, comment est-ce qu'on va quantifier la valeur d'une école et la valeur d'un diplôme? Moi, je suis persuadé que ça passe par l'humain. C'est avec la capacité à relationner. Totalement. Il y a eu un basculement qu'on a connu quand il y a eu Internet qui est arrivé. En fait, la connaissance est accessible à tous. Donc n'importe quelle personne, qu'elle soit diplômée ou non, peut te sortir une définition de peu importe le concept. Mais ce qui fait vraiment la différence entre nous, les êtres humains, c'est notre savoir-être. Et c'est ultra, ultra important de le cultiver, de vraiment apprendre à se connaître, travailler sur soi, développer ses compétences relationnelles, d'où le fait de réseauter en fait, entre les étudiants, entre les relations professionnelles. Et voilà, surtout, pas s'arrêter qu'au diplôme, parce que, par exemple, Bertrand, une personne qui a un bac plus 5 comme toi, mais qui n'a pas ton savoir-être, ta culture, parce que tu es quelqu'un de cultivé quand même, qui s'intéresse à l'histoire. C'est pas de la drague, hein. C'est pas de la drague. Mais juste, voilà, Bertrand, c'est quelqu'un de cultivé avec du véritable savoir-être. Et quand on l'a en entretien, d'ailleurs, c'est pas pour rien que tu as été pris ici, on sent qu'il est différent. Il a cultivé sa différence. Donc c'est important. Intégrez-le dans votre tête, vraiment cultivez votre savoir-être. C'est très, très, très important. Et au-delà de ça, je pense qu'en fait, ce qui est au-delà de tout ça, c'est la curiosité, en fait. Et j'avais noté dans la question de la curiosité, l'importance de la curiosité. Pour moi, c'est la base de tout. Si on avait à donner une définition de l'intelligence, c'est la capacité à se rendre curieux des choses. Waouh, cette personne, elle réfléchit complètement à l'inverse de moi. Au lieu de me braquer, de me dire waouh, quel blaireau, quelle blairotte. Pourquoi en fait? Bon, après, on ne va pas épiloguer 100 ans non plus avec quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. Mais par contre, je trouve ça intéressant d'écouter son approche, de la respecter. Je crois que je ne sais plus qui c'est qui disait que, je ne sais pas si c'est Voltaire, qui disait je ne suis pas d'accord avec vous, mais je me battrai, je pourrais mourir pour que vous puissiez le dire. Ouais. Voilà. Je ne sais pas si je sais pas le lire. Je pense pas, mais la phrase, mais j'ai la référence de la phrase. Et cette phrase-là, elle m'a marqué. On la mettra en description si jamais. Ouais. Cette phrase-là, elle m'a marqué parce que effectivement, je me suis toujours dit, mais pourquoi il y a tant d'intolérance à la vie des autres? Bon, des fois, il y a des choses qui sont intolérables, mais on n'ira pas sur ce terrain-là. Mais voilà, à un moment donné, oui, exprimons-nous, respectons-nous, et puis bon, si on manque de respect, là par contre, oui, le coup près tombe. Ça passe par la curiosité. Quand on est curieux de comprendre l'humain, en fait, et ce qu'il y a derrière, pourquoi il pense comme ça, pourquoi il veut pas faire ça ou il a fait ça, c'est là qu'on crée du dialogue. Et ce dialogue-là, après, on le fait chérir dans la vie, on crée de la valeur, et c'est comme ça, je pense qu'on avance aussi. C'est ce qui manque peut-être à la France et tous les humains. À tous les humains en général. Et nous les premiers, hein, quand on est dans un cercle qu'on connaît, quand on utilise des outils qu'on connaît bien, qu'on maîtrise, des fois on se dit je préfère rester un petit peu dans ce que je connais, ça me rassure, c'est rassurant. Le cerveau a besoin d'être rassuré constamment. C'est pour ça qu'on se met tous dans des cases, ok, lui il est comme ça, c'est confortable, ça demande un effort en moins au cerveau qui est très feignant. Donc en fait, d'accord, mais quand on en prend conscience de ça et qu'on se rend compte que parfois ça peut nous enfermer dans des schémas de pensée ou de comportement qui au final nous font du mal ou font du mal aux autres, pourquoi on continue? C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur de l'IA non plus, mais avec le côté humain toujours, c'est ça qui va faire l'humain qui réussira demain, je pense. Mais tu vois, en vrai, on a tous, je pense, un avis qui change tous les 2 jours sur l'IA parce que c'est
il se passe beaucoup de choses. On voit là, il y a eu encore 14 000 emplois qui ont été supprimés par Amazon il y a quelques jours. Et ça va aller de mal en pire, hein. Ça va être assez costaud ce qui va se passer. On le sait, on le sent, que c'est une vraie révolution, on le sent. Peut-être parce qu'il y a un effet de masse et tout le monde en parle, donc on se dit qu'il y a un énorme truc, mais qu'au final, il n'y a pas trop de faits. Là, les faits, ils commencent à s'accumuler. D'où le fait de vraiment se différencier des robots en fait. Et pas simplement effectuer des tâches de manière binaire, mais vraiment se différencier, montrer qu'on est plus qu'une personne qui fait son boulot. C'est ultra important. Et justement aussi, donc, par rapport à la curiosité, par rapport aussi pour revenir aux alumni, comment tu mets en place le fait de contacter une personne sur LinkedIn? Parce que tu as aussi été bien actif sur LinkedIn. Comment on peut contacter une personne, comment tu la démarches et après tu la mets en place et tu organises rapidement. Voilà. J'ai même des étudiants qui ont des conseils, qui veulent demander des messages à des étudiants ou des gens dans leur domaine d'activité, des conseils. Qu'est-ce que tu t'aurais donné qu'est-ce que tu fais toi? Aujourd'hui, c'est vrai que c'est un terrain de jeu qui est vraiment efficace pour autant faire du foisonnement et aller repérer des profils qui sont intéressants, soit avec qui j'ai envie de collaborer parce que ce qu'ils mettent dans leur poste, ça m'attire, ça m'intrigue, ça me fait rire ou ça me rend curieux. Et je me dis, ok, ça c'est des gens, ils ont peut-être des choses à m'apporter moi personnellement ou à apporter à l'association via une collaboration qu'on peut faire ou autre. Donc effectivement, sur ça marche et c'est vraiment un terrain de jeu pratique. Et comment je rentre en contact avec eux? Soit je les ajoute tout simplement et puis j'envoie un message et on échange. Soit c'est souvent des messages entrants aussi, où on me dit, ok, voilà, j'ai vu que tu as parlé de telle actualité. Voilà, je me présente, envoie-moi ton numéro et on peut échanger si tu veux. Si ça m'intéresse, je réponds. Si ça m'intéresse pas, je réponds. Oui, d'ailleurs, ça, c'est un Je détail. réponds pas, Non, je réponds en plus. Même quand ça m'intéresse pas, je réponds. Oui, je réponds. Donc ça, c'est un truc qui est important pour moi et qui me prend du temps aussi en plus. Hein. Je ne vais pas trop parler de comment on gère tout ça, parce que effectivement, ça prend beaucoup de temps de faire et son travail et cet aspect associatif. Ça se fait au fil de la journée et puis sur mes temps off, voilà, quand je peux pour l'association. Mais oui, et puis comment relationner? Là, typiquement, on a relancé aussi le compte LinkedIn des alumni, où j'envoie en début d'année, je fais scanner un gros QR code à tous les étudiants pour qu'ils aillent directement dessus. Parce qu'en fait, leur réseau, c'est un message qu'on martèle et qu'on va continuer de marteler. Le réseau, on ne le crée pas quand on en a besoin, il faut le créer avant. Parce qu'après, c'est là où on commence à avoir des connexions qui se font et que naturellement, on va se dire, ok, cette personne, oui, je me rappelle, je vais parler, elle travaille peut-être là-dedans ou quoi. Et puis, en fait, à un moment donné, peut-être qu'il y a un lien qui pourra se créer plus efficace entre vous. Et ça, il faut l'avoir en conscience parce que les étudiants, ils le découvrent ça. On apprend aux étudiants beaucoup de théories, beaucoup de pratiques, mais on ne leur apprend pas à relationner. Ou alors on ne leur apprend pas assez à relationner. On leur apprend à faire des travaux de groupe, à savoir gérer des conflits ou être efficace en équipe, ce qui est très bien, et c'est une forme de relationnel, mais on ne leur apprend pas à réfléchir de manière stratégique pour leur vie pro. Alors il y en a qui ont un peu ça dans le sang et qui sont très déterminés à se faire kiffer dans leur vie pro. Sans tomber dans l'opportunisme, bête et méchant. Voilà, c'est ça. Je voulais dire aussi Ouais. l'opportunité de faire attention. Ouais, mais en fait, à un moment donné, si tu veux créer des occasions, il faut y aller, il faut tester, il ne faut pas forcer, mais il faut y aller. Oui. C'est mon approche, hein, oui, mais... Je sais ce que j'ai pu voir moi Tu sur peux citer peut-être un exemple? Alors moi j'en ai plusieurs. Alors Ok. je reçois déjà pas mal de messages que sur TikTok, je fais des vidéos où je parle d'économie pour des étudiants et j'ai reçu pas mal de messages aussi de personnes qui arrivent. Mais en fait, c'est pas qu'ils n'ont pas la forme, mais c'est que le message c'est pas déjà au début en vous voyant ou en posant juste rapidement. Et je sais que je n'avais parlé aussi à d'autres amis, maintenant il y a des étudiants qui envoient sur LinkedIn des messages directement sans eux-mêmes précédemment avoir créé de la valeur. Essayer de commencer à partager au moins sur son école, sur qui on est. Et après là, on a commencé à faire les premiers steps. Et là maintenant, on peut essayer de demander à des gens ou essayer de connecter, en tout cas de manière au début professionnelle. Et ça, c'est vrai que sur le fait, en plus en enfance, c'est quand même très codifié. Et ça, c'est un message à tous avec les étudiants que je vous dis vraiment, essayez de faire un message, vous vous présentez rapidement, voilà, je fais telle école, vous donnez votre numéro de téléphone, j'ai tel projet, est-ce que ça vous dérangerait pas d'en parler avec moi? Simplement. Mais j'ai vu des messages, j'en ai reçu... C'était ça va, frère. Ouais, c'était des messages très directs. Voilà, Ouais. des étudiants, je pense, c'est ça, parce qu'il y a un vrai problème sur la communication, sur comment créer son réseau et comment le faire avec la forme, tout de même. Oui, bien sûr. Et ça, pour le coup, j'ai eu quelques petits messages comme ça, un petit peu Ça fait trop sourire. directs. Ça fait sourire et en même temps, je me dis, C'est en fait, je transforme ça la plupart du temps comme un message en disant, ok, écoute,
Là, je ne peux pas t'aider sur ton besoin. Par contre, je peux peut-être t'aider sur la manière dont tu peux Complètement. approcher les gens et donc peut-être tu peux améliorer pour la prochaine fois, tu vois. Et ça, pour moi, j'ai aucun problème avec ça. Bon, on va éviter d'être ultra familier dès le premier message. C'est ça. Je suis très cool de base, mais on évite juste d'être ultra familier. Frérot. Mais ça paraît simple, hein, mais en fait, c'est pas si. Ça vient pas à tout le monde. C'est pour ça que c'est important de le dire. J'ai fait un TikTok justement sur ça. J'ai reçu Ouais. beaucoup trop. Et en fait, le fait aussi d'être sur les réseaux, directement les gens se disent bon, il est sur les réseaux, il est sur LinkedIn, il partage, il est Jones, on va en parler. Non. Il y a certains qui viennent, qui te demandent des choses sans te remercier le travail que tu as fourni. Oui, bon. voilà. C'est un peu frustrant, mais c'est pas grave, on va pas épiloguer C'est important. dessus. Ouais, Mais ouais, enfin bon. Oui, c'est vrai. Il y a l'art et la manière, c'est toujours pareil. Alors Hugo, est-ce que tu aurais un échec que tu as eu et que tu pourrais du coup éviter à un étudiant qui nous regarde, qui est encore là dans cette vidéo? Donc un échec que tu as eu et une expérience à nous donner aussi sur ces dernières années, qui t'a vraiment changé toi, ta personne. Le plus important pour moi, c'est une approche qui a. Comment dire, c'est un peu compliqué parce que je propose aux gens d'être surtout intègres, en fait. Intègres avec ce qu'ils sont, ce qu'ils ont envie de vivre et de savoir poser leurs limites. Le problème est que parfois, quand on a la capacité de dire les choses sans avoir peur ou de pas trop réfléchir aux conséquences. Je dis pas que ça a été mon cas, mais je pense que parfois, quand j'ai exprimé mon avis sur certaines choses, il y a des personnes qui me regardaient et me disaient « Ah ouais, t'as osé dire ça ?» Ben oui, mais je l'ai fait avec respect, mais je l'ai fait aussi parce qu'il fallait pas que ces limites-là elles soient transgressées. Parce que si on laisse la porte ouverte à ça, ben c'est open bar. Et puis après, la maltraitance, c'est un gros mot, mais on peut très vite arriver à de la maltraitance dans la vie professionnelle. Ben, elle arrive très vite aussi. Donc pour moi, je dirais d'être intègre avec respect. Voilà. De savoir poser nos limites avec respect. De ne pas accepter des choses dont on n'a vraiment pas envie. Et même juste un tout petit peu pas envie. Même quand on a un tout petit peu pas envie, il faut le dire. Ouais. Pour moi, c'est... Ça fait effet boule de neige après. Après, ça peut faire effet boule de neige, mais à notre encontre, en fait. Hein, des fois, je suis un peu partagé avec ce conseil-là parce qu'il est important pour moi, parce que quand on est trop gentil, comme j'ai tendance à l'être aussi parfois, quand on est trop gentil, on dit oui, 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 et puis en fait, au final, on se dit, bah, ok, bah, j'ai dit oui, 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 mais quand moi, je vais avoir des desiderata que je vais exprimer, et en plus de manière argumentée, ben, ok, tous ces oui, 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 est-ce que moi aussi ça va me faire oui, 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 oui à la fin du mois quand je vais recevoir mon nouveau salaire ou pas? Et que ça évolue pas très vite, c'est très frustrant. Donc à travers ce conseil-là, il y a peut-être aussi le fait de se dire, ok, ben, ne câblez pas toutes vos attentes sur l'aspect salarial, parce que c'est pas le salaire non plus qui va faire votre joie. Alors c'est bien, hein, ça nous permet de vivre, de nous faire plaisir et autres. Mais le vrai kiff, c'est surtout de travailler sur des sujets qui nous intéressent. Enfin, moi, personnellement, là, je travaille sur des choses qui m'intéressent, quoi. Et ça fait du bien. Je suis avec des gens et on me fait confiance, on me responsabilise, j'ai l'estime de mes collègues, de mon management et de mes clients. Tu prends plaisir à travailler. Et puis, comme le disait hier Gilles Cloutier pendant notre conférence sur le fait d'entreprendre sa vie, c'est aussi l'idée de se dire à un moment donné, ouais, faisons vraiment une chose par plaisir. Moi, vraiment, toute ma life, j'ai essayé de l'axer en fonction du plaisir, du kiff. Est-ce que je kiffe faire ce que je fais? Est-ce que je kiffe la personne que j'ai en face de moi? C'est Alexandre Astier qui dit toujours dans ses interviews, et là en ce moment il y en a beaucoup avec la sortie de Kaamelott, donc je m'abreuve, j'adore. Il n'arrête pas de dire, mais si le mec c'est un con et que j'ai même pas envie d'aller partager un café avec lui, je pourrais pas travailler avec, quoi. Et ben ouais, si on peut, essayons d'avoir cette approche-là. Même si parfois, moi dans mon métier, on est consultant. En fait, parfois il faut aussi savoir faire abstraction et ne pas prendre pour soi le comportement d'une personne. Ça, c'est mon deuxième conseil. De vraiment faire un effort de ne pas prendre les choses pour soi. Parce que l'ego, il a une place tellement importante dans les entreprises, entre les jeux politiques, les jeux parfois un peu plus pervers entre deux personnes. Parfois, ça peut vraiment mener à des choses qui sont graves et qui sont tues et qui font du mal et qui sont malsaines, en fait. Donc ouais, pour moi, il faut savoir rester intègre
Je pense que le plus beau message qu'on pourrait laisser aux étudiants de l'IAE, c'est le courage. Parce que le kiff et être intègre, ça demande du courage tout de même. De faire ce qu'on aime à 100%, de manière intègre, ça demande du courage. Donc je pense que c'est le beau mot qu'on pourrait donner aux étudiants de l'IAE. Mes amis, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. On aura abordé ce que c'était en fait le métier de consultant, être président aussi d'une association. Donc voilà, magnifique. J'espère que Bertrand, toi, ça t'a plu. Hugo, merci d'être venu. C'est moi qui vous remercie. Merci Manu derrière la caméra qui va gérer tout le montage. Il va avoir du gros travail. Donc courage à lui, on pense à lui. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne d'Enzo aussi, Ouais. sur la chaîne des alumni qui va arriver, on la mettra en description, sur les comptes Instagram de tout le monde. Donc il y aura tout en description encore une fois. À Manu aussi sa chaîne YouTube et allez voir ses films qu'il est en train de réaliser. Donc moi aussi un petit mot, n'hésitez pas à me solliciter en direct sur LinkedIn ou via notre site iaexalumni.org. Vous allez aussi avoir normalement en description le lien vers le groupe LinkedIn si vous êtes un étudiant ou un alumni du site et de l'école, pardon. Et ensuite vous aurez bientôt le lancement de la chaîne Les Transmetteurs, qui sera la chaîne qui va lancer le podcast des alumni de l'IAE d'Aix-Marseille et plus. On sera là pour vous soutenir. Merci beaucoup. Abonnez-vous, likez, commentez et on vous dit à la prochaine. Pour la prochaine. Ciao tout le monde.